Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette conférence que j'ai le plaisir d'ouvrir avec vous. Je suis Olivier de Sachy, directeur achat et organisation pour le groupe APRR. D'abord, bravo pour être arrivé jusqu'à nous, car l'utilisation ce matin d'un nouvel outil peut poser quelques embûches. Alors, un nouvel outil parce qu'effectivement, nous sommes en pandémie, l'organisation en salle virtuelle est certes moins sympathique et collégiale qu'en présentiel, mais ça devrait quand même, j'espère, très bien se passer. Et puis aussi parce qu'on est très nombreux, hein, vous êtes un peu plus de 150 inscrits ce matin, et le Teams n'était pas adapté pour une salle virtuelle aussi importante. Je vois que le nombre de participants augmente, on est près de 64. Alors ce type de conférence Dynamo, ça traduit bien sûr une initiative de la DAO, sur une idée originale de Marianne Michalet, chef de projet organisation auprès de Thierry Fort dans mes équipes. Et ça répond avant tout à notre envie de partager un certain nombre de thèmes, pas forcément d'ailleurs du quotidien de tous. Et nous avons choisi de vous faire ça sous la forme de mini-conférences. Donc, c'est des formats courts et ça doit favoriser l'échange. L'idée avant tout, c'est de vous faire découvrir, démystifier, donner envie pour pratiquer de nouvelles méthodes de travail au sein de notre groupe, hein, qui peuvent d'ailleurs être adaptées notamment pour la conduite de projet. Et puis, c'est aussi partager des valeurs qui nous sont chères, telles que l'ouverture à la nouveauté, la créativité, l'adaptabilité, la performance, mais bien évidemment aussi la convivialité, la proximité et le décloisonnement. Donc tout ça se traduit un petit peu dans le thème Dynamo, la marque de fabrique de ces conférences, parce que on y retrouve le dynamique. J'espère que ce sera éclairant et un petit clin d'œil au haut d'organisation. On avait commencé à démarrer avec deux conférences en avril et juillet 2019 sur le thème des méthodes agiles de pilotage de projet, avec déjà des gros succès en présentiel. C'était le monde d'avant, bien sûr. J'espère qu'on le retrouvera assez vite. Et aujourd'hui, donc, le format virtuel a néanmoins permis de ne pas se limiter à un nombre de participants. Et c'est un succès puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est 150 inscrits, 82 en ligne à la seconde, et on est de tous les horizons professionnels, ce qui est déjà une première réussite pour cette journée. Alors le sujet, c'est la qualité et la qualité des intervenants. Bien sûr, c'est certainement pour beaucoup. C'est l'intelligence artificielle et la data. Ils sont entrés dans nos vies. On sent que ce n'est que le début et ça nous touche bien évidemment dans notre quotidien. On a un intérêt en tant que citoyen et puis aussi un intérêt dans l'implication dans nos métiers. Donc on sait que tout ça, ça va bouleverser ce quotidien par l'ouverture vers de nouveaux possibles. Ça nous interpelle aussi sur la maîtrise qu'on doit assurer pour éviter les dérives et l'éthique. Alors la data, c'est un sujet particulièrement stratégique chez APRR. Et je vais passer tout naturellement d'ailleurs la parole à François Castan qui est à mes côtés. Donc François Castan, directeur stratégie digital et data, il va vous mettre en perspective ce thème dans la stratégie de notre entreprise en vous exposant l'actualité riche du moment et qui est bien sûr bien alignée avec notre journée. Je le laisserai aussi introduire nos intervenants de marque à cette conférence. Voilà, François, c'est à toi. Merci Olivier. Merci Marianne et Pauline pour l'organisation de cette formidable occasion de parler de la data. Toutes les occasions sont bonnes pour en parler parce que ça ne vous a pas échappé. C'est un sujet qui est extrêmement prégnant en ce moment, qui est, je dirais même, qui est d'actualité dans notre quotidien. Mais finalement, on entend beaucoup parler, on en parle tous. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Pas forcément. En tout cas, de toute façon, c'est dans une telle évolution constante qu'il faut tout le temps se tenir à jour. Alors, quelques idées forces pour commencer, pour introduire cet atelier. D'abord, il faut avoir conscience que tout est donné. Tout est donné et tout ce qui n'est, et ce qui ne serait pas donné aujourd'hui le sera forcément un jour. Et on fait face aujourd'hui à une quantité de données extraordinaire. On dit communément que chaque jour, quasiment, on génère plus de données que de ce qu'on aurait pu générer depuis le début de l'humanité. C'est pour vous dire. Mais finalement, notre activité professionnelle et privée, elle produit chaque jour toutes ces données et ces chiffres sont hallucinants. Et finalement, vous pourriez me dire, mais et alors? Et alors, il faut comprendre une première chose, c'est que la data est le carburant de l'intelligence artificielle. C'est ça qui fait véritablement fonctionner cette intelligence. Et c'est pour ça que les GAFAM, aujourd'hui, on a une avance redoutable, c'est qu'ils manient énormément de données tous les jours. Ensuite, ces données massives,
elles ont un potentiel de valeur phénoménal. Et c'est un peu l'idée du big data qui est derrière le big data, c'est de dire une donnée prise séparément n'a pas forcément de sens, mais mise connectée avec un ensemble hallucinant de données, elle peut avoir du sens. Donc le big data, c'est en quelque sorte donner du sens à ce qui n'en a pas a priori. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, la data fonctionne aujourd'hui un petit peu comme l'économie de la connaissance. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon ami Younes qui travaille avec moi. Et cette économie de la connaissance, c'est le paradoxe qui veut que la connaissance se multiplie quand on la partage. Et la valeur de la data s'accroît quand on la partage. La valeur de la data réside aussi dans sa circulation et pas seulement dans sa possession. Et pour cela, il faut qu'on se fasse confiance. Il y a une sorte de confiance entre les acteurs à mettre en place. Enfin, même si on partage même si c'est une affaire de technologie, cette histoire de data, il faut avoir conscience qu'il s'agit vraiment d'un vrai changement d'état d'esprit et donc de management. Il s'agit de transformer nos manières d'appréhender les données, leurs usages et leur potentiel. Donc derrière cette révolution technologique, il y a une révolution de tout un chacun, il y a une révolution vraiment humaine à mettre en place. Et enfin, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, si nous générons nous-mêmes énormément de données personnelles, on n'est pas forcément conscient de leurs usages. Et il y a une forme d'hygiène de la donnée à mettre en place, chacun d'entre nous, parce que je génère de la donnée, beaucoup de données au quotidien, dans les réseaux sociaux notamment, beaucoup plus que vous, peut-être vous le savez, et que vous l'imaginez. Je génère beaucoup de données et cette donnée m'appartient. Elle a de la valeur et j'en suis responsable. Ça, c'est vraiment important et de toute façon, on y reviendra aujourd'hui. Mais rassurez-vous, pour moi, l'homme est et restera l'avenir de la machine. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir par ce sujet-là. Oui, l'intelligence artificielle est de plus en plus puissante, mais l'homme est bien supérieur et restera toujours l'avenir de la machine parce que la machine doit rester au service de l'homme. Et c'est ça, moi, je trouve aussi qui est très important dans notre quotidien et dans notre travail, c'est qu'il faut faire attention de ne pas finalement être l'esclave de tous ces outils. Il faut que ces outils restent toujours à notre service. Et on peut parfois se poser la question, notamment la manière de nos relations avec les réseaux sociaux, où parfois on peut se demander qui est l'esclave de qui. Alors pour terminer, vous le savez sans doute, il y a un plan d'action data qu'on a lancé avec Younes Aboutaïb, 2020-2023, donc 3 ans, un peu plus de 3 ans, qui est actuellement à l'œuvre dans l'entreprise pour libérer ce potentiel de la donnée dans le groupe. Et ce plan d'action, il peut finalement, en tout cas moi j'aime bien répéter cette phrase parce que ça permet de l'ancrer tous, il peut se résumer en une phrase: maintenir notre performance opérationnelle et créer de la valeur pour demain en mettant en place une gouvernance de la donnée pour mieux connaître, maîtriser et utiliser nos données. Voilà, vaste programme, c'est lancé, des ateliers sont déjà à l'œuvre et on a des premiers résultats. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ce programme stratégique du groupe et je vous en remercie ici. Alors, sans plus attendre, voici l'entreprise de services numériques qui s'appelle Sphère, qui est spécialisée dans les nouvelles technos, le cloud et la data. Elle est partenaire premium de Google en France, inutile de présenter Google. Et je passe donc la main à Olivier Rafale et Didier Girard qui vont se présenter et j'imagine nous dire ce qui nous attend pour le reste de la matinée et cet après-midi peut-être. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci François pour l'introduction. Puis finalement, on n'a plus grand-chose à dire, hein, vous avez tout dit déjà sur la data. Non, puis on est bavard, vous inquiétez pas. Donc on va explorer ensemble toute cette partie sur la data, sur l'intelligence artificielle. On va essayer de faire un petit focus dessus, avec l'idée vraiment de se dire, voilà, l'intelligence artificielle, petit jeu de mots trouvé par Marianne, on la remercie aussi, intelligence artificielle mais bien réelle, et le but vraiment de cette heure qu'on va passer ensemble, ce sera de discuter de ça et de voir que dans notre vie quotidienne, elle est là, et que véritablement, elle peut augmenter nos capacités. Donc, tout de suite, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on se présente, nous. Didier, je te laisse la main pour présenter Sphère.
Déjà, merci Olivier. Je vais d'abord me présenter. Donc Didier Girard, vous m'entendez bien? Tu m'entends Olivier? On t'entend super bien. Ok, super. Donc Didier Girard, je suis un des co-dirigeants de Sphère. Donc Sphère, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement logiciel. Notre métier, c'est d'accompagner des clients pour leur développer des logiciels qui vont les aider à réaliser leur métier. Donc ça représente plus de 600 développeurs maintenant. On accompagne plus de 100 clients. Donc c'est des clients qui sont très divers, hein. Par exemple, on a accompagné Le Monde pour leur nouveau site web. On a développé, il y a des Sphériens qui ont développé le logiciel qui est à l'intérieur de la montre Louis Vuitton. On a accompagné Airbus dans le traitement de ses images satellites. On accompagne des retailers type Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin pour être capable de passer cette pandémie et avoir des sites web qui répondent bien dans cette économie qui est un petit peu particulière. On a accompagné Blablacar justement à mettre en place son infrastructure de données. On accompagne aussi France Télévisions. Voilà, donc c'est vraiment voilà, on n'a pas un type de client particulier, un métier particulier qu'on accompagne. C'est que dès que les gens ont besoin de logiciels pour pouvoir réaliser leur métier, on va être là pour les accompagner. Présent dans six villes, donc Paris, Luxembourg, Lille, Strasbourg, Nantes et Bordeaux. Et puis, c'est vrai que le numérique, c'est un marché qui est en forte croissance et bon an, mal an, Sphère est sur une croissance de 20% par an. Même dans cette année un peu particulière, on reste sur des taux de croissance élevés. Preuve s'il en est que le numérique est maintenant au cœur de l'économie. Merci Didier. Moi, petit mot d'introduction. Je suis consultant chez Sphère sur les questions d'innovation. J'étais auparavant analyste, j'ai été journaliste spécialisé sur les questions de big data, d'intelligence artificielle et de numérique notamment. Alors, petit mot juste avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes dans un nouvel outil, on l'a souligné. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de notre intervention. Vous avez un onglet Q&A qui est là pour ça. Vous pouvez poser des questions et vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus, hein, si vous voyez que la question a déjà été posée. Et nous, on essaiera d'y répondre à la fin avec l'aide précieuse d'un ami de chez Google qui sera là également pour nous aider à répondre à l'ensemble de ces questions. Maintenant, sans plus attendre, dans le vif du sujet, on va parler d'intelligence artificielle. La petite question, c'est est-ce que vous la voyez plutôt comme ça, l'intelligence artificielle? Comme disait François, quand on commence à parler de ça, on voit tout de suite des machines qui parlent, qui bougent. Au pire, on va penser à Skynet, Terminator, etc. Donc voilà, on est là, on va dire. On va se détendre, effectivement. Hein, l'intelligence artificielle, finalement, c'est plus un peu d'intelligence électronique, voilà, dans nos objets électroniques, en fait. Hein, Didier parlait de la montre Louis Vuitton, vous avez peut-être des montres connectées et vous avez certainement tous un smartphone qui embarque de l'intelligence et probablement des assistants de ce type-là chez vous. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça dans notre vie de tous les jours où l'intelligence artificielle a pu se nicher. Première partie de cette présentation, ce qu'on voudrait faire, c'est vous donner un ensemble d'exemples. On va passer avec vous en revue une dizaine de ces exemples-là. Le premier, je pense que vous voyez assez régulièrement, dont vous entendez parler très souvent, et vous avez peut-être la chance de posséder une Tesla, c'est l'IA embarquée dans les voitures. Donc là, il y a beaucoup de sujets. Sur ces voitures-là, vous voyez la prise en compte de l'environnement et finalement la conduite autonome, ou au moins de l'assistance à la conduite. Donc, plusieurs sujets ici. Pendant que cette vidéo se déroule, vous avez les sous-titres en français. On a coupé le son exprès, mais vous voyez, les images sont assez parlantes. Ici, vous avez par exemple la détection de nids de poules avec de l'algorithmie embarquée dans les voitures. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces voitures-là, elles ont, pour la conduite autonome, un certain nombre de caméras, de capteurs, qui sont capables de détecter les malformations sur la chaussée et qui vont finalement faire une cartographie. Il y a des milliers de kilomètres de voies, donc je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Et on est capable d'aller comme ça repérer avec une seule voiture les anomalies sur l'ensemble de la voie.
beaucoup d'autres applications par rapport à ça, de l'intelligence qu'on embarque dans les voitures. L'optimisation de trajet, par exemple, ça, vous l'avez également certainement tous en utilisant pardon, des outils cartographiques, en utilisant Waze, par exemple, pour optimiser votre trajet. Dans les Tesla, Didier, tu me diras si c'est le cas, puisque toi, tu es l'heureux propriétaire d'une Tesla. J'espère que je ne dévoile rien sur l'optimisation des trajets. Mais vous avez aussi ça, par exemple, vous connaissez peut-être la problématique du voyageur de commerce pour optimiser les trajets en fonction des sites où on doit prendre les objets, aller les délivrer. On arrive aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle à optimiser ça, et ce sont des gains qui sont absolument énormes pour les entreprises logistiques qui sont capables de faire ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça me fait penser là, tu vois, quand on parlait, justement, des intervenants parlaient de la partie collaboration et que la donnée, c'est un peu le trésor. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer à terme que les voitures qui circulent, qui sont douées d'intelligence, de caméras, etc., puissent collecter directement l'information sur la qualité de la route et la remonter et la partager avec une société d'autoroute qui, du coup, pourrait très vite, très tôt, détecter qu'il y a à un endroit particulier de la chaussée des déformations qui sont en cours. Il y a des projets en cours comme ça, exactement, dans une entreprise qui fabrique des camions. Et l'idée, c'est de donner des iPads aux chauffeurs. Donc, dans les iPads, il y a le gyroscope qui est capable de détecter les vibrations dans le camion quand il circule sur la route. Et du coup, d'améliorer la cartographie et également de voir ou pas la bonne santé de la voirie. Intéressant, je ne connaissais pas. Exemple suivant, un exemple dans la médecine. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la médecine d'IA embarquée, beaucoup de tests, quelques applications. Là, notamment, une application qui est parmi les plus avancées aujourd'hui et parmi les plus prometteuses, c'est pour améliorer le diagnostic et le dépistage du cancer du sein. Si on regarde ça, on a aujourd'hui des résultats qui sont assez fantastiques. C'est-à-dire que non seulement avec de l'IA, on peut compléter le travail du radiologue. Vous voyez ici quelques résultats. Et il ne s'agit pas du tout de remplacer les radiologues. Il y a eu évidemment quelques titres de presse un peu sensationnalistes sur le mode « Est-ce que l'IA va remplacer les médecins ?» Non, comme François le disait, l'IA n'a pas vocation à remplacer les humains, mais à les augmenter. Parce que, vu le nombre de publications chaque jour sur ce sujet-là, un médecin ne peut pas passer sa vie à lire des publications. Une IA, elle peut. Et donc, elle peut assimiler l'ensemble de ses connaissances et aller piocher la bonne information. Par ailleurs, une IA peut regarder l'ensemble des clichés et peut détecter des choses qui sont beaucoup plus petites qu'un œil humain ne pourrait pas voir. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on donne une radiographie mammaire à une IA, elle est capable de détecter un risque à 5 ans. Donc, ça veut dire en regardant des tissus dans lesquels un œil humain ne verrait aucune anomalie. C'est des patterns qui sont intéressants et c'est vrai qu'on a travaillé aussi chez Sphère avec un gros labo français et le sujet, c'est pas aussi tant pas forcément le remplacement, mais il disait que dans certains pays, les spécialistes ne sont pas présents. Dans des pays en voie de développement, on n'a pas forcément autant de radiologues qu'on peut en avoir en France. Et là, on parle pas de remplacer un radiologue, c'est simplement d'avoir une IA qui est déjà capable de faire des prédiagnostics et de classer, et du coup, d'avoir très tôt, de permettre à des populations d'avoir accès à de la médecine très tôt, un peu de manière virtuelle, c'est certain, mais en tout cas, un médecin pourrait faire, avec des outils de ce type-là, qu'un médecin qui ne serait pas radiologue pourrait faire des prédiagnostics et puis après renvoyer ces informations à des vrais radiologues qui sont peu nombreux dans ces pays-là. Donc, un autre exemple de cas où l'IA va justement augmenter le rôle du médecin. Un médecin standard qui n'est pas radiologue pourra faire des prédiagnostics.
Un autre exemple, alors très concret, celui-ci. Vous avez peut-être vu ce titre dans la presse d'une IA pour trier des emails. Alors là, c'est l'exemple d'EDF, mais croyez-moi, j'ai discuté avec des entreprises, pas mal d'entreprises, qui ont le même souci. Tout simplement, dans les compagnies d'assurance, dans les banques, la relation se digitalise de plus en plus. Pardon, se numérise, si on veut rester bien français. Et le nombre de points de contact par email devient absolument astronomique. Il est hors de question pour tout le monde d'aller gonfler les effectifs pour répondre à ces emails dans les centres de contact. Là, ça devient plus gérable, ça devient plus tenable. Donc, il n'est même pas question, je dirais là non plus, de remplacer l'humain pour aller trier ces emails-là. Simplement, on n'a personne, aucune entreprise n'a les capacités pour faire ça. Quand la crise du Covid est survenue, le cas s'est posé également dans des administrations. Et là, j'ai bossé avec des DSI dans différentes administrations où la question de l'IA pour les aider à faire face à cet afflux de demandes par email qui était vraiment conséquent. J'allais dire les employés, pardon, les fonctionnaires étaient relativement réticents quand on leur a parlé d'IA, et au final, c'est un outil qu'aujourd'hui ils réclament. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est déployé dans un service et où on voit les services que ça peut rendre, on veut la même chose que dans le département d'à côté. Donc aujourd'hui, les IA sur cette tâche-là vont être capables d'aller trier les emails parce que en fonction de lire en fait les problématiques qui sont indiquées dans les emails, et puis en fonction de cette problématique, elles savent que c'est tel département, voire telle personne qui va pouvoir répondre. Elles sont capables de répondre aux emails les plus simples. On arrive aujourd'hui à robotiser un certain nombre de processus. Quand on demande éventuellement où en est mon dossier, et par chance, il y a le numéro de dossier, eh bien, l'IA va être capable d'aller chercher où en est le dossier dans l'orchestration des processus. S'il n'y a pas le numéro de dossier, l'IA est capable de d'envoyer une réponse en disant pour vous aider, il nous faut le numéro de votre dossier, par exemple. De la même façon, à partir du moment où on se dit il faut absolument être omnicanal et donc être capable de répondre à quelqu'un et de faire le lien entre des interactions téléphoniques, des interactions par email ou autres, l'IA va pouvoir faire ce lien-là, remonter automatiquement les fiches clients, faire le lien avec les autres canaux. Et puis enfin, l'IA, en lisant l'ensemble des emails, peut détecter les signaux faibles. Et du coup, alors les signaux faibles, c'est quoi? On s'aperçoit que dans un certain nombre d'emails revient une insatisfaction spécifique ou une question spécifique sur telle ou telle problématique. Si c'est 15 opérateurs, 100 opérateurs différents qui traitent ces emails-là, ils ne vont pas forcément la repérer. Une IA qui scanne l'ensemble des emails qui arrivent pourra repérer ces signaux faibles. Et là, ce sont des vraies tendances de fond. Et encore une fois, ce sont des choses qu'un humain ou même qu'un ensemble d'humains ne peut pas gérer tout seul. On enchaîne avec un autre exemple. Alors celui-là, cet exemple-là, je vous l'ai mis assez tôt dans la matinée parce que j'espère que ça vous donnera pas trop faim. C'est Domino's Pizza qui est une franchise et qui s'est dit voilà, on va essayer de faire en sorte d'améliorer la satisfaction client en vérifiant la qualité de l'ensemble des pizzas qu'on peut faire. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir, vous l'avez vu, une caméra à la sortie de la fabrication des pizzas qui va être capable d'examiner leur forme, qui va être capable d'examiner la liste des ingrédients, est-ce que c'était conforme à la commande, et puis de noter la qualité de cette pizza-là, et également d'améliorer la satisfaction client en l'envoyant directement sur le smartphone du client qui a passé la commande, où en est votre pizza, puisque pour le coup, on connaît le processus, à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle est conforme à ce que vous aviez commandé,
Alors, bien évidemment, ça sert aussi à noter la qualité des franchises des différentes boutiques Domino's Pizza qu'il peut y avoir. La problématique, évidemment, c'est de dire, on note la pizza, on note la qualité des pizzas fabriquées dans telle ou telle boutique, mais on ne note pas les employés. Donc c'est là où quand François parlait d'éthique, c'est là où c'est extrêmement important. Un autre aspect également important sur ce type de technologie, c'est que ça sert également dans le domaine industriel. Moi, je l'ai vu également employé sur des chaînes de fabrication. Quand vous avez des circuits imprimés qui sortent, imaginez l'usine de fabrication d'iPhone, vous avez des circuits imprimés qui sortent, vous avez des écrans qui sortent. Il y a des vérifications manuelles qui sont faites par des gens qui sont assez impressionnants, hein, parce que vu les cadences de fabrication, ce qu'ils arrivent à faire, c'est déjà impressionnant. Mais sur des circuits imprimés ou des micro-fissures qui, là, pour le coup, sont extrêmement faibles, et à la vitesse à laquelle les chaînes de fabrication fonctionnent, en fait, seule une IA est capable d'aller comme ça gérer la qualité. Un autre cas d'utilisation qui peut peut-être aussi vous parler, puisque si je ne me trompe pas, vous avez quelques kilomètres d'espace vert à entretenir, c'est l'IA pour limiter l'usage de l'engrais et la consommation de l'eau. L'idée, en fait, c'est un robot qui circule dans les plantations, qui est autonome au plus près du terrain, et qui va analyser la terre, qui va analyser les plantations, détecter les maladies et pouvoir dire que tel ou tel arpent, il faut le traiter de telle façon, ou il vaut mieux planter telle ou telle culture qui sera beaucoup plus adaptée. Alors vous me direz, normalement, le bon sens paysan pourrait dire que oui, ça on sait le faire, on n'a pas besoin d'une IA pour nous aider à le faire. La problématique étant que quand on a des kilomètres et des kilomètres, des hectares à couvrir, ce type de robot peut être assez pratique, et vous avez peut-être entendu parler de la même chose à peu près sous la forme de drone. Une autre utilisation que j'aime bien, c'est l'IA pour optimiser la protection des animaux sauvages. Là, vous avez deux exemples utilisés par le WWF pour la protection des orang-outans. Là, en fait, il y a un ensemble de capteurs qui sont disséminés dans la forêt, et avec le son, avec l'image, on est capable de reconnaître les populations d'orang-outans et du coup de mieux comprendre leur mode de vie et leur habitat. De prévoir leur déplacement également. C'est ce qui se passe également pour Neurala et Air Shepherd, où là, on envoie des drones pour visualiser les animaux, établir des patterns, des modèles de déplacement, où est-ce qu'ils vont se déplacer. Et l'idée, en fait, c'est de prévoir le déplacement de ces hordes d'animaux pour savoir où est-ce qu'il va falloir aller déployer des gardes-chasse contre le braconnage. Voilà, c'est vraiment un modèle prédictif grâce au suivi de ces animaux-là pour faire en sorte d'aller survoler ces zones-là, envoyer les gardes-chasse. Et là, pour le coup, il y a vraiment des animaux qui sont sauvés parce que quand les drones surveillent les braconniers, en général, ils s'en vont. Une autre utilisation qui est faite avec de l'IA pour les animaux sauvages, c'est la reconnaissance acoustique des cétacés. Et donc là aussi, ça permet de suivre ces baleines et de prévenir des navires qui pourraient être dans les parages pour éviter de croiser le chemin de ces bancs de cétacés. Alors une autre utilisation assez importante, c'est l'IA pour comprendre le vivant.
là, pour le coup, c'est un problème que vous ne connaissez peut-être pas. Enfin, moi, avant de voir les résultats d'AlphaFold, je ne connaissais pas non plus. C'est que les protéines, en fait, bon, les protéines sont constituées d'acides aminés, ça je savais. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'est la forme de ces protéines, la façon dont elles s'agencent, du coup, qui détermine leur rôle. Ça, je ne le savais pas du tout. Et on a réussi, là, il n'y a pas longtemps, il y a des chercheurs de DeepMind, donc une maison de Google, qui a réussi à avoir des résultats assez fantastiques. Vous voyez le graphe à gauche, pour prédire la forme de ces protéines. Donc, vous voyez deux exemples à droite là, de protéines. Un exemple qui a été obtenu avec des méthodes traditionnelles, hein, avec des microscopes vraiment super puissants. Et à droite, vous avez le modèle qui a été prédit par AlphaFold. Alors, il existe, oui, ça j'ai oublié de vous le dire, il existe 10 puissance 300 possibilités différentes de pliage. Alors, ça fait beaucoup. Didier, qui est beaucoup plus versé dans les maths que moi, pourra peut-être vous dire combien ça fait au final. Moi, ce que je sais, c'est que le savant qui a trouvé ça a dit qu'on n'aurait pas assez depuis la genèse de l'univers jusqu'à aujourd'hui pour énoncer les différentes formes possibles. Donc, bon, je veux bien le croire. On va dire que ça fait beaucoup. Et en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que cette problématique de dépliage ou de pliage des protéines, on arrive, en fait, quand on arrive à le savoir, c'est que on peut s'appuyer dessus pour prédire un certain nombre de maladies et de déterminer, notamment des maladies neurodégénératives ou ce genre de choses, et du coup de déterminer les traitements qui peuvent s'appliquer par rapport à ces maladies. Et là, pour le coup, alors c'est une problématique qu'on savait résoudre, comme je vous ai dit, hein, vous voyez une des molécules qui est faite avec aujourd'hui un microscope, pardon. On sait le résoudre de façon empirique, avec beaucoup de moyens, en fait, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça coûte. En fait, c'est ça la problématique, c'est que la recherche est extrêmement coûteuse pour aller trouver la structure d'une protéine. Et donc, l'idée là aussi de l'IA, c'est de pouvoir accélérer ça et de guider, pour le coup, les recherches des scientifiques dans la bonne direction. Un autre exemple un peu plus léger, c'est pour optimiser le ciblage des films. Alors, vous avez peut-être vu Logan, le dernier film sur Wolverine. Donc, ils ont utilisé, c'est la Fox qui a utilisé un algorithme pour regarder ça. Ils se sont dit, bah, tiens, on va regarder la bande-annonce, on va voir ce qu'il y a dans la bande-annonce. Donc là, je vous ai mis un des exemples de l'IA. Donc, c'est l'IA qui regarde la bande-annonce. Elle peut le faire également sur des films complets. Dire voilà, j'ai reconnu des arbres, j'ai reconnu de la barbe, des voitures, un homme, etc. Et à partir de là, on va pouvoir dire bah, ce sont les caractéristiques de ce film. Et du coup, ça peut plaire à un tel ou tel public. Et faire des associations auxquelles les gens n'auraient pas forcément pensé. Et du coup, cibler les catégories les plus appropriées grâce à une carte d'identité qui aurait été réalisée à partir de ça. Alors, un exemple super intéressant, c'est rendre de l'autonomie aux malvoyants. Donc, on a deux applications là qui ont été faites par Google, pour le coup, qui sont disponibles sur Android. Lookout, où l'IA lit les étiquettes aux personnes malvoyantes. Donc, on avait déjà par le passé un certain nombre d'applications comme ça. Je crois que c'était IBM le premier qui avait fait une application où, avec un smartphone qu'on promenait comme ça, on pouvait traduire des noms. Google aujourd'hui est assez performant également sur ce type d'application.
Donc on lit les étiquettes, et puis un tout nouvel essai qui a été fait pour aider des aveugles à reprendre le chemin du jogging. Donc ça a été une idée lancée lors d'un hackathon. Et l'idée, c'était de suivre en fait, ils se sont dit, il faut pouvoir aider ces gens-là à retrouver de l'autonomie, courir tout seul. Comment on va faire? On va utiliser simplement le smartphone qu'il aura à la ceinture. On va suivre la ligne jaune, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas dans une rue toute seule à faire en sorte que ça fonctionne. Donc, on va faire en sorte qu'au moins l'IA, le smartphone, soit capable de suivre cette ligne-là et d'envoyer, grâce à des ondes sonores, des indications aux joggeurs de façon à ce qu'ils puissent suivre cette ligne. Voilà pour les exemples. Ce que je voudrais avec vous, c'est voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Comme disait François, il y a de la data, pas que. En fait, il faut 3 ingrédients pour faire de l'IA. Il faut des algorithmes, j'en ai parlé un petit peu. Il faut de la puissance de calcul. Et il faut effectivement des données en très grande quantité. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par honneur aux plus anciens, les algorithmes. C'est pas tout jeune les algorithmes. Donc là on remonte à très loin. Hein. L'algorithme, si on doit donner une définition, Didier, peut-être je te laisse la parole là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, c'est ça? Ouais. Pas simple à définir pour moi parce que vulgarisé, c'est vrai que c'est pas le plus simple pour moi. Un algorithme, en fait, quand j'explique ça, j'explique pas souvent en utilisant le jeu de loi, en fait, en disant en fait que c'est un ensemble de règles qui vont être prédéfinies, définies et en fait l'ordinateur va être chargé de vérifier que ces règles sont bien respectées. Et c'est un petit peu comme on fait un jeu de loi, c'est-à-dire que un ordinateur, il va exécuter des instructions et quand il arrive sur une nouvelle instruction, il va exécuter celle d'après, ça s'enchaîne comme ça. Et c'est un petit peu comme on fait sur un jeu de loi. Donc, on tombe sur une case. Sur cette case, on lit ce qu'on doit faire, ce qui nous emmène dans une autre case, qui est là, on lit ce qu'on doit faire, qui nous emmène dans une autre case, etc. Donc, l'ordinateur, c'est ce qu'il fait. Il va lire une instruction. Cette instruction va déterminer ce qu'il doit faire. Ça va l'amener à une autre instruction qui doit lui déterminer ce qu'il doit faire. C'est un peu ça l'idée. Super. Et donc, l'ordinateur, à force d'exécuter ces instructions, on a pu penser qu'il allait finalement se faire passer pour un humain. Donc en 1950, Alan Turing imagine, alors je dis son fameux test, parce que vous en avez peut-être entendu parler, le test de Turing. L'idée, c'est de déterminer qui est humain, qui est un ordinateur, en examinant un certain nombre de réponses. Donc dès 1950, on se pose cette question-là. Et puis en 1966, il y a le premier programme qu'on peut qualifier d'intelligence artificielle qui simule le rôle d'un psychothérapeute. Alors si vous êtes familier des films de Woody Allen avec le psychiatre juif new-yorkais, c'est à peu près ça, hein, c'est-à-dire que c'était un premier chatbot qui renvoyait des questions à son interlocuteur. Donc on va voir le chatbot, on dit je me sens pas très bien, réponse pourquoi croyez-vous que vous ne vous sentez pas très bien, enfin voilà, c'est ce genre de petit jeu. Donc c'est un chatbot qui est pas forcément super intelligent, mais c'était le premier programme en la matière. 30 ans plus tard, donc on fait quand même un bond sur les capacités de ces algorithmes et des ordinateurs. Là, vous en avez probablement entendu parler. C'est Garry Kasparov, Deep Blue. Deep Blue a perdu 2-4, mais il a quand même remporté 2 parties contre Kasparov. Et puis, du coup, IBM s'est vengé l'année suivante. Ils ont fait Deeper Blue, qui a fini par battre le champion du monde d'échecs. Donc là, c'était les algos qui étaient utilisés ici, c'est pas du tout les algorithmes qu'on utilise maintenant en termes de machine learning. Hein. C'était de l'IA assez standard. Non. L'IA assez standard. De la même façon, en 2011, quand Watson gagne $1 million au Jeopardy, en fait, ils ont pu le faire parce qu'ils avaient accès
à une bibliothèque immense. C'est comme si vous aviez tout Wikipédia et l'encyclopédie Universalis dans vos poches et que vous êtes capable d'aller puiser dedans extrêmement vite pour aller donner les réponses à ce jeu télévisé. Et donc, également des très très gros ordinateurs pour faire ça et pour faire tourner tout ça. Hein. Vos poches, il faut qu'elles soient bien grosses. Ceci dit, maintenant, on est capable d'avoir, avec les systèmes modernes, on est capable d'avoir des IA qui tiennent dans un téléphone et qui sont capables de rivaliser avec de grands joueurs d'échecs. Hein. Ça a bien progressé. Exactement, ça a progressé. On est capable d'avoir de l'IA embarquée, donc c'est exactement ce qu'on a vu pour le jogger. Et puis aujourd'hui, d'aller faire des calculs dans le cloud, là, ça n'a plus rien à voir. Et il y a eu aussi une vraie avancée en 2016 avec AlphaGo, qui a été capable de battre le champion du monde du jeu de Go, parce que pour le coup, les règles sont beaucoup plus simples aux échecs. Si tu veux, je veux bien commenter ce truc-là, parce que je l'ai vécu vraiment, j'ai vécu en direct quasiment toutes ces séquences-là. Donc, je suis à la fois joueur d'échecs et joueur de Go. Tant j'étais convaincu, même jeune, qu'un ordinateur pouvait un jour battre un humain. Pour moi, c'était une question de temps. Pour ce qui était du Go, j'étais à l'inverse convaincu que c'était impossible. C'est-à-dire que la complexité, la combinatoire pour imaginer le futur dans le Go est absolument démente. Et donc, du coup, de par mes connaissances, je me disais non, on peut pas, on pourra jamais battre un humain sur ce sujet-là. La complexité est trop élevée et un ordinateur n'y arrivera pas. Et c'est vrai que quand il y a eu ce défi qui a été lancé, du coup, j'ai regardé les parties en direct. Et c'était la première fois que Licédol se fait battre, mais c'était pour moi incroyable. C'était une remise en cause complète de ce que j'imaginais l'espace des possibles, et ça a été une ouverture assez incroyable. Et c'est vrai que les techniques qu'ils ont utilisées pour battre en fait ces grands maîtres de Go étaient complètement nouvelles et révolutionnaires, et elles ont ouvert un nouveau domaine de l'IA. C'était vraiment assez incroyable. Voilà. Et ça a amené en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'algo en fait, qui n'était pas du tout géré par des humains, il faisait les parties comme il avait envie de les faire, à créer des parties que jamais un humain n'aurait pu imaginer possible. C'était ça qui est assez incroyable. Et du coup, ça a même ouvert tout une nouvelle manière de réfléchir, la manière de jouer au Go. C'est-à-dire que ça a ouvert de nouveaux espaces. Et maintenant, les grands maîtres de Go s'entraînent en compagnie justement d'AlphaGo pour essayer d'aller voir, d'aller prospecter des nouveaux domaines. Donc et pour le coup, sur Deep Blue, c'était vraiment de la puissance de calcul pure, c'était vraiment une pure logique combinatoire. On appelle ça de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas vraiment de subtilité, c'est vraiment la puissance de calcul assez froide, j'ai envie de dire. Tant sur DeepMind, on se rapproche, dans l'algo qu'ils ont utilisé, on se rapproche de la cognition. Alors, il faut faire attention, hein, on n'est pas sur faut faire attention dans les mots, mais en tout cas, dans la manière de réfléchir, on est plus proche de la manière dont le cerveau fonctionne que ça l'était pour résoudre les problèmes liés aux échecs. Et pour moi, ça a été un moment vraiment incroyable. Et vivre ces parties-là en direct et voir aussi l'ébullition qu'il y avait autour quand… moi, j'étais pas au niveau des grands maîtres, hein, mais de voir les commentaires, les gens bouche bée par rapport à certaines pièces que jouait l'ordinateur, et que d'un seul coup, ils disaient mais oui, mais finalement, c'est vraiment intéressant, mais ils percevaient l'intelligence du coup plusieurs coups plus tard, en fait. Et c'est ça qui a été assez incroyable. Donc, ce que Didier vient de vous expliquer, c'est le principe du deep learning, c'est-à-dire qu'on a montré des parties de Go à DeepMind, et à partir de là, DeepMind a joué tout seul un certain nombre de parties. En fait, il s'est dupliqué pour jouer l'ensemble de ces parties-là, donc ce qu'on appelle du renforcement. Hein. Mais c'est pour ça que Didier disait qu'il y a eu un apprentissage par l'algorithme et non pas des algorithmes fabriqués directement par des gens. L'autre partie, c'est les données. Et là, François l'a bien dit, hein, les données sont en quantité immense. Là, vous avez un graphe d'IDC.
Donc, si on remonte des bytes, nous avons des kilobytes, des mégabytes, des gigabytes, des terabytes. Donc, nous avons 160 milliards de téraoctets qui sont créés là en 2020. Ça remplit un certain nombre de disques durs. Donc, avec ces capacités du cloud de calcul, la disponibilité des données, on a aujourd'hui des algorithmes qui progressent dans l'ensemble des directions. Vous l'avez vu dans les exemples, on peut comprendre le texte, on peut comprendre la parole, on peut comprendre les sentiments, on peut analyser de la vidéo, des images, on peut même créer du coup un certain nombre de choses. Avec tout ça, on peut effectivement avoir peur, mais comme le disait là encore François, l'IA sentiente, c'est-à-dire qui ressent les choses, qui a conscience d'elle-même et qui est capable de ressentir, donc c'est de la subjectivité. Ça, pour le coup, ça relève encore du fantasme. Ouais. Sur ce sujet, il y a alors je ne sais pas si tu connais ce film Her. Alors je prononce un mot anglais avec mon accent français, hein, c'est pas le plus facile pour moi de prononcer ce mot, mais en tout cas c'est dans le domaine de l'IA. Ce qui est présenté dans ce livre, hein, il y a une IA qui va dialoguer avec une personne, donc on peut pas dire qu'elle est sentiente, mais en tout cas on pense que ce qu'elle est capable de faire est proche de ce qu'on sera capable de faire. Voilà, c'est dans quelques années, hein, c'est pas pour demain, mais on n'est pas dans le domaine du fantasme pour le coup dans ce qui est présenté dans ce livre. C'est simplement donner la capacité à une IA d'accéder à un maximum d'informations pour après en déduire des corrélations et interagir avec un humain. Mais par contre, elle n'est pas sentiente. Donc, si ça vous intéresse ces domaines, n'hésitez pas à regarder ce film. Moi, je l'ai vu, il était pendant un temps disponible sur la plateforme Netflix. Donc, Her, H-E-R, un très bon film pour voir dans ce domaine l'interaction homme-machine jusqu'où on va pouvoir aller dans les années qui arrivent. Alors, les années qui arrivent, parlons-en. On a des scientifiques, des transhumanistes qui nous parlent de singularité aux environs de 2050, où on pourra avoir une IA consciente, peut-être, qui peut dire ce qui va se passer dans 30 ans. En attendant, on a déjà à notre disposition un certain nombre de technologies qui sont spécialisées, en fait, dans certains domaines et qu'on peut véritablement utiliser, qu'on peut mettre à profit. Là, on peut utiliser des bots, on peut utiliser des systèmes experts à base de règles en mettant un petit peu d'intelligence par-dessus. Le RPA, quand je parlais tout à l'heure, c'est l'automatisation des processus. Quand vous recevez un email ou quand vous recevez un chèque à traiter sur des dossiers à traiter, par exemple. Des assistants personnels, vous voyez, pour courir, pour voir un certain nombre de choses. Donc, les systèmes autonomes, comme des voitures autonomes, c'est pas encore tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de constructeurs qui s'y sont intéressés et certains jettent l'éponge, d'autres continuent les développements. L'IA consciente. Ouais. Tiens, je peux donner ma vision. Alors, c'est une vision qui est la mienne, mais moi, je crois à la voiture autonome dans ce qu'on appelle des jardins, c'est-à-dire des endroits hyper contrôlés. J'ai du mal à imaginer, moi je suis jurassien, j'ai du mal à imaginer une voiture autonome sur les routes du Jura, quoi. Enfin, peut-être que ça arrivera, mais c'est peut-être que l'avenir me donnera tort, comme pour est-ce qu'un ordinateur est capable de battre un maître de Go. Mais pour l'instant, j'ai encore du mal, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'imprévus. Et du coup, je ferais pas confiance à une voiture autonome sur les routes du Jura, par exemple. Par contre, dans un endroit très sécurisé, comme sur un circuit, dans une usine, dans une ville éventuellement, mais dans une ville qui a été pensée pour la voiture autonome, je pense que ce sera possible. Ce qu'il faut voir, c'est que on a un peu oublié ça, mais les routes se sont adaptées à l'automobile. Avant, les routes, elles étaient pensées pour les chariots et les carrioles. Et puis finalement, petit à petit, on a transformé l'espace urbain pour qu'il soit plus adapté à l'automobile. On peut imaginer qu'à terme, il y ait des villes qui se transforment pour que la voiture autonome puisse se déplacer convenablement dans cet espace urbain. Ça, je le crois. Je pense qu'il y a des villes qui se lanceront là-dedans, des villes qui veulent justement pousser cette image high-tech. Et là, on aura des vrais espaces de voitures autonomes, mais j'ai du mal à imaginer qu'on le retrouve partout. Pour moi, il faudra mettre en place des capteurs, des choses comme ça, ou penser l'espace
pour que la voiture autonome puisse bien se reconnaître. Surtout, voilà. Et surtout pas croiser de conducteurs jurassiens dans les routes. Donc, on a beaucoup, franchement, d'algorithmes à disposition à exploiter. On a également énormément de données. Hein, ça, François le soulignait également. Ce qui est super important, c'est de bien comprendre que quoi qu'il se passe, ce n'est pas la faute de l'ordinateur. Dire c'est la faute de l'IA, c'est la faute de l'ordinateur, c'est la faute de l'algorithme, non. Les données, les algorithmes ne sont pas responsables. Ils sont ce que nous, humains, on en fait. Donc, construire une IA responsable reste de notre ressort. Donc, chacun d'entre nous, c'est-à-dire vous qui pouvez imaginer des solutions à base d'IA, nous qui allons les concevoir, Google qui fournit la technologie, tout le monde, pour le coup, est responsable. Donc, il y a un certain nombre de données dans l'entreprise, hein, comme disait François, tout ce que vous faites est stocké quelque part sous forme de données, que ce soit structuré dans votre CRM sur les données clients, ou que ce soit de la donnée non structurée dans vos outils bureautiques, les emails que vous échangez. Il y a toute la donnée qu'on laisse dans les réseaux sociaux, partout, dès qu'on navigue sur Internet, qu'on utilise son smartphone, qu'on utilise sa carte bancaire, etc. On laisse des traces de données quelque part. Donc, il faut absolument un humain au milieu qui va sélectionner la donnée, qui va éviter les biais. Ça, c'est une des choses, je ne sais pas si on insiste là-dessus, mais c'est vrai que dans le domaine de l'IA, éviter les biais, c'est vraiment un des gros enjeux éthiques. Et c'est vrai que chaque entreprise doit mettre en place son comité d'éthique justement pour éviter les biais. C'est des choses qui sont très difficiles. Hein. C'est encore des sujets d'actualité. Et quelque part, moi, je considère que, en tout cas, moi, en tant qu'ingénieur qui est amené à manipuler de la data et amené aussi à créer des IA, je me sens aussi responsable. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'entité morale qui est l'entreprise, et puis il y a des responsabilités individuelles, et parce que voilà, enfin, c'est des choses qui sont très compliquées, et il faut qu'à des moments, on soit capable de mettre là-haut-là et dire, peut-être qu'on va insérer un biais, et ça ne pourra se faire que par et voir le fait qu'on introduit un biais, c'est pas évident en fait. Et il ne faut pas en vouloir à une entreprise d'avoir introduit un biais. Ce qui serait dommage, c'est que, elle le fasse de manière consciente, et qu'une fois que le biais est détecté, elle ne le corrige pas. Ça, c'est un vrai problème. Mais ça, on va encore pendant des années devoir surveiller ce qui se passe. Il faut, je pense que ce sera difficile d'éviter le fait qu'il y ait des biais dans ce qui va se passer. Et par contre, il faudra être très moteur pour les corriger. Et donc, quand on met en place ces systèmes, il faut mettre en place des comités d'éthique qui sont là pour vérifier qu'on n'a pas inséré de biais dans les données qu'on va utiliser pour construire les IA. Donc, on va revenir de toute façon là-dessus parce que en fait, les industriels s'engagent pour une IA éthique, donc déclarent un certain nombre de principes, essayent de vivre. Alors après, ce sont des industriels, on peut se dire, mais il y a aussi tout un cadre légal, juridique qui est en train de se mettre en place. Je voudrais qu'on s'arrête là quelques minutes parce que l'Union européenne est en train de travailler dessus. Ça, c'est un document qui est sorti il y a quelques mois et qui cherche comme ça à définir un certain nombre de grands principes. Alors, je vais les balayer avec vous. Il y a toute la partie robustesse technique et sécurité, c'est-à-dire que voilà, tout simplement, si on propose quelque chose à base d'intelligence artificielle, il faut que ça fonctionne et que ça ne laisse pas tomber les gens en cours de route. Respect de la vie privée et gouvernance des données. Ne sélectionner des données que si les gens sont d'accord pour qu'on le fasse, que dans le cadre du RGPD typiquement, et qu'on puisse utiliser ces données-là pour donner un bénéfice véritablement à la personne. Ensuite, nous avons transparence. Transparence, c'est la partie explicabilité, c'est dire pourquoi il y a tel résultat à l'issue de l'algorithme.
Alors, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui pour les industriels, notamment dans la technique du deep learning, hein, puisqu'on n'a pas codé nous-mêmes l'algorithme, mais c'est là aussi où l'intervention de l'homme est intéressante sur ces algorithmes, sur la façon dont on peut les optimiser, pour justement être le plus transparent possible sur la façon dont ça fonctionne. Toute la partie diversité, non-discrimination, équité, il faut que ces algorithmes, comme disait Didier, évitent les biais. Typiquement, si on fait la détection de mélanome et que ça ne fonctionne que sur les personnes à la peau blanche, il y a un problème, c'est absolument évident. Parfois, les biais sont beaucoup plus subtils et on ne s'en aperçoit que plus tard. Toute la partie bien-être sociétal et environnemental, c'est tout simplement, il faut que ce qu'on fait avec de l'intelligence artificielle serve le bien commun. La partie responsabilité, donc là c'est de l'auditabilité, c'est de pouvoir dire bah oui, je suis responsable du service que je fournis. Et puis action humaine et contrôle humain, je termine par ça parce que c'est fondamental, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que dire c'est la faute de la machine, c'est la faute de l'algorithme, non, ça ne va pas. À un moment donné, il y a une décision humaine de mettre cet algorithme en œuvre. Comme le dit Didier, si jamais on voit un biais, si jamais on voit une difficulté, à ce moment-là, il faut la corriger. Donc ça fera l'objet probablement d'une directive dans les mois ou années à venir, et c'est le cadre dans lequel l'IA va s'épanouir. Maintenant, ce que je vous propose, on vous a dit l'IA, il y a énormément de choses à faire avec. Chez les fournisseurs de cloud, il y a énormément d'outils pour jouer déjà avec de l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui existent sur étagère, et ça a joué avec des algos, c'est la spécialité de Didier, donc notre savant fou. Si tu veux partager ton écran et te lancer dans des démos. Bah, je vais faire ça. D'ailleurs, un peu en introduction, ce que je peux dire, c'est que, en fait, il y a très longtemps, je n'ai pas pensé de le préciser en attaquant ce talk, mais donc, il y a très longtemps, j'ai soutenu. Est-ce que tu vois mon écran là? Normalement, je le partage. Tu le vois ou pas? Je t'entends pas, Olivier. Tu vois mon écran ou pas? J'avais coupé mon micro. On voit ton écran, Didier. Ok, parce que moi, je vois que le tien. Donc, ok. Bon, bah, c'est bien. Si on voit mon écran, c'est bien. Voilà, je précise aux participants que normalement, vous avez des petites flèches pour agrandir, pour voir ça en plus grand. Ouais, et puis on peut épingler, c'est ça que je viens de voir. On peut épingler un écran et du coup, il apparaît un peu au milieu. C'est ce qui vient de se passer là. Je ne sais pas qui l'a fait, mais en tout cas, on peut épingler un écran. Donc, du coup, là, il y a une espèce de vision fractale de mon écran. C'est ça. Parce que vous voyez mon écran qui voit mon écran. Ok, top. Non, mais peu importe. Ok, donc juste pour vous dire, en fait, moi, j'ai soutenu une thèse en machine learning il y a très, très longtemps, en fait. Donc, j'ai soutenu en 97. Et en fait, c'est bizarre parce que la mémoire nous joue des tours. Parce que durant ma thèse, donc c'était vraiment du machine learning et je faisais, en utilisant ces outils d'intelligence artificielle, je faisais de la prévision de séries temporelles. Et je pense que ça apparaît d'ailleurs dans mon mémoire de thèse. J'ai joué avec des données. Alors, je ne sais pas si c'est autoroute Paris-Rhône, mais en tout cas, j'ai joué avec des données et à un moment donné, c'était d'arriver à prévoir le nombre de véhicules qui allaient passer à un péage autoroutier de manière à prévoir le nombre de personnes qu'il fallait pour accueillir ce flux de voitures, en fait. Donc, tu vois, c'était un exemple d'outil de machine learning, une mise en application de quelque chose que j'ai fait il y a de nombreuses années. Donc, il va y avoir derrière une séance de questions-réponses. Donc, juste pour vous dire, moi, c'est vrai que c'est un domaine, j'aurais pas forcément réponse à tout, mais c'est un domaine que je connais assez bien et depuis de nombreuses années, puisque j'ai aussi une connaissance académique assez ancienne sur le sujet. Et c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, tout ce qui concerne l'IA et le machine learning. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, dans la partie Q&A, on essaiera d'en répondre avec Olivier au maximum tout à l'heure. OK. Donc, première démonstration que je vais vous faire, c'est je vais vous montrer, en gros,
un des premiers outils, c'est des outils qui permettent de faire de l'analyse textuelle. Donc, première fois, donc déjà, je vais vous montrer l'outil un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je vais aller justement sur une page de démonstration d'une de ces briques qui est directement disponible sur étagère. Donc, vous allez sur Internet, vous allez ici. Et là, on va pouvoir utiliser sur cette page-là, donc à travers ce champ-là, un algorithme de démonstration qui permet de faire de l'analyse textuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un morceau de texte et je vais demander à l'IA, donc à l'outil de machine learning qu'il y a derrière, de faire une analyse de ce texte et de me dire, par exemple, le texte que je te propose, de quoi il parle, et est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif. Donc, pour ça, on va utiliser, j'ai imaginé ça, on va utiliser un poème que tout le monde connaît, c'est le Pont Mirabeau. Donc, le Pont Mirabeau, c'est vraiment, c'est un poème que tout le monde a au moins entendu une fois, si ce n'est appris. Et donc, on va dire, je prends juste la première strophe et je vais dire à l'IA, analyse-moi ce petit morceau de texte. Donc, c'est juste la première strophe de l'œuvre d'Apollinaire. Donc là, je lui demande de faire une analyse. Donc là, on se protège contre les robots. Je n'arrive pas à cliquer. Ça y est. Voilà, donc l'outil, en fait, a analysé ce petit paragraphe de texte et il est capable de me dire, en fait, ce petit paragraphe, il parle de Pont Mirabeau, il parle de joie, de peine, de scène et d'amour. Et si je fais donc c'est vrai qu'il a retrouvé les entités sémantiques importantes du texte. Et puis derrière, si je fais une analyse de sentiment, il dit globalement, ce texte, il est plutôt positif. Donc c'est vrai que moi, en fait, quand j'ai fait ce premier test, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que pour moi, le Pont Mirabeau, c'était plutôt quelque chose de laconique et je le voyais pas plutôt comme positif. Mais pour l'IA qu'il y a derrière, ce premier paragraphe, et c'est vrai que si vous le lisez, en fait, il va plutôt envoyer un message positif. Maintenant, si on analyse l'intégralité du texte, donc je vais pousser dans l'IA tout le texte de ici, là. Je poste tout le texte et je fais une analyse. Donc là, il me dit toujours, on parle d'amour principalement, de Pont Mirabeau, de scène, de joie, de peine. Voilà. Et puis après, si je fais une analyse de sentiment, donc dans l'analyse de sentiment ici, il va me faire un scoring global du document. Et ce scoring global est issu en fait du scoring de chaque paragraphe. Et on voit bien que le premier paragraphe est plutôt positif. Ensuite, c'est une alternance de paragraphes plutôt négatifs ou plutôt neutres. Et donc, il dit, globalement, ce poème amène un sentiment plutôt de négativité et c'est effectivement en phase avec le ressenti que j'avais. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. On peut regarder d'ailleurs, alors là, j'ai été un petit peu ambitieux, mais ces IA sont capables d'aller très, très loin puisqu'elles sont même capables d'analyser la grammaire du texte. Et donc là, on le voit. On voit ici, la phrase a été complètement décomposée. Voilà, on voit que là, il y a une préposition, un déterminant, un nom, un verbe, etc. Et on a carrément éclaté le texte pour essayer d'en comprendre la sémantique. Donc, partant de là, voilà, moi, j'ai découvert cette IA il y a quelques années. Et puis, j'ai toujours, comme dit Olivier, j'ai un petit peu, je sais plus ce que tu as dit, mais Docteur Nimbus, où j'y retrouve tout, et je me dis, mais comment est-ce que je peux utiliser ça? Bon, je suis aussi un gros consommateur de réseaux sociaux et entre autres Twitter. Et à un moment donné, dans le train, je rentrais chez moi, donc j'habite en banlieue parisienne, je rentrais chez moi et je lis un tweet d'un gars et ce gars, c'était pour moi, ce qu'il commentait dans son tweet, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et sa manière de le commenter était très négative. Et il avait trouvé dans le sujet qu'il traitait le seul axe négatif de la nouvelle, alors que c'était plutôt une nouvelle positive. Et je me suis dit, mais quand même, c'est quand même pénible. Et puis après, je me suis refait un peu l'histoire et je me dis, c'est vrai que ce gars, il est toujours en train de parler de manière négative des différents sujets, en fait. Et donc là, je me suis dit, mais ce qui serait cool, c'est que je prenne cette IA qui est capable de détecter la positivité ou la négativité d'un message, je score toute ma timeline de Twitter, et puis derrière, en fonction de
si les gens que je suis sont trop négatifs, moi, j'ai pas envie d'avoir un réseau social qui m'envoie que des messages négatifs, je me désinscris. Et donc, j'ai utilisé ça pendant quelques mois. Et puis, j'ai scoré tous les comptes que je suivais et j'ai retiré de ma timeline tous les comptes Twitter qui étaient plutôt émetteurs de messages négatifs. Et je me suis aussi d'ailleurs aperçu que la plupart des comptes d'entreprise avaient des très hauts scores de positivité. Et là, je me suis dit, forcément, les messages qui sont envoyés sont pensés pour envoyer de l'énergie et du bien-être. Et il y a forcément des community managers qui sont des professionnels de la communication qui vont s'arranger pour que derrière chaque message émis sur un réseau social, on envoie une image positive et pas négative, même si en lui-même, le sujet peut avoir une connotation négative. Ouais, c'est là aussi où c'est très intéressant pour les entreprises, c'est-à-dire c'est à la fois la surveillance de ce qu'on dit de soi et ce qu'on dit sur le sujet qu'on couvre, typiquement sur le transport, la mobilité, les autoroutes, etc., et d'aller détecter les sentiments et d'aider également à la communication qu'on peut avoir par rapport à ce qui nous arrive. Et donc voilà un exemple. Derrière, je vous fais une deuxième démonstration en fait. C'est des outils qui sont comme ça disponibles sur étagère qui permettent de faire de l'analyse d'images. Donc, ce que je vais faire là, je vais chercher, par exemple, sur une image où j'ai un groupe de personnes. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Hein. Donc, je cherche un groupe de personnes. Faudrait peut-être pas qu'il y ait trop de personnes. Je vais dire un groupe de 5 personnes. Voir si c'est capable de me retrouver ça. Donc, je vais dans la section images. Et là, je devrais avoir, voilà, typiquement, voilà, un beau groupe de 5 personnes. Donc, je clique dessus. Et puis, je fais un screenshot de cette image-là, ici. Et puis, ce que je vais demander, c'est à cette IA-là d'analyser, en fait, cette image et de me dire qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc, je fais une analyse. Donc, ici, je vais prendre le screenshot que je viens de faire. Je l'envoie, donc il va à nouveau me demander si je ne suis pas un robot. J'espère que je vais arriver à bien cliquer. Voilà, j'ai bien réussi à cliquer. Donc là, il a déclenché l'analyse et donc il va me retrouver sur cette photo où sont les différents visages et puis où sont positionnés les yeux, le nez, la bouche, etc. Donc je pense qu'on le voit bien. Et puis, il va essayer aussi de déterminer l'expression faciale. Donc là, on voit typiquement sur le visage numéro 1 qui se trouve ici, il détermine que c'est avec une très grande fiabilité d'ailleurs, il détermine que c'est un visage qui a une expression joyeuse. Il se trouve que ce sera pareil pour tous les visages, puisque le hasard fait que j'ai trouvé une photo où il n'y avait que des gens souriants. Voilà. Et donc après, il peut analyser en fait tout ce qu'il y a dans l'image. Donc il dit, moi j'ai détecté principalement des personnes, il a aussi détecté des vêtements, etc. Il peut labelliser l'image. Donc, en gros, on peut dire, globalement, sur cette image, il y a des cheveux, il y a des sourires, il y a des gens qui sont habillés un peu stylés, c'est plutôt un groupe social heureux, voilà, exactement. S'il y avait eu des logos dans l'image, il m'aurait dit, il y a des logos, etc. S'il y avait eu du texte, il aurait détecté le texte. Donc, il se trouve que ici, là, vous voyez, comme j'ai fait un screenshot, c'est amusant, il a détecté que sur l'image là, il y avait le petit icône pour fermer l'image et il m'a dit tiens, ici là j'ai détecté potentiellement un caractère, c'est un X. C'est assez amusant. Voilà. Est-ce que Olivier, tu veux que je fasse une autre démo de reconnaissance d'image ou on passe à autre chose? Non, là je pense qu'on a bien compris le thème. On a bien compris le thème. Ce qu'on se disait, c'était peut-être la démo street art. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Donc faire un algo comme l'algo qui est proposé à travers la Vision API, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et puis, c'est une IA qui est généraliste. Donc, typiquement, si vous demandez à cette IA de faire la différence entre une tomate cœur de bœuf et une tomate olivette, il ne saura pas bien faire la différence. Il va vous dire, c'est des tomates. Elles sont rouges, il va déterminer la couleur, la forme, la taille, etc. Mais ce n'est pas un hyper spécialiste de la tomate. Donc maintenant, en fait, donc là, c'est des IA. Ce que je vais vous décrire, c'est les 2 IA que je viens de vous montrer. Vous les prenez, vous les utilisez, vous les déroulez, ça marche direct. Il y a des IA maintenant qu'on peut utiliser et en fait, on va prendre une IA généraliste et on va la spécialiser. C'est ce qu'on appelle de l'auto-ML. Donc on va utiliser une IA qui va en fait entraîner une IA. C'est un peu ça l'idée, auto-ML, c'est un peu ça que ça veut dire.
Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à cette IA mes différents types de tomates. Et puis, je vais dire, ben, je vais labelliser ces images. Je vais prendre une centaine de photos de cœur de bœuf. Et je vais dire, ça, c'est cœur de bœuf, cœur de bœuf, cœur de bœuf. Je prends une centaine de photos d'olivettes. Et je lui dis, c'est des olivettes, des olives d'olivettes. Ça, c'est des tomates cerises, etc. Et donc, je lui envoie ces photos que j'ai fait et puis ces labels. Et il va mouliner. Et à la fin, il va me sortir un modèle pour me dire, bah, tiens, j'envoie une photo et le modèle va me répondre, bah, tiens, ça, c'est une cœur de bœuf, ça, c'est une olivette, ça c'est ci, ça c'est ça. Okay. Ça, c'est le principe de base. Donc, il y a déjà des gens qui commencent à utiliser ça. Entre autres, d'ailleurs, c'est un des vrais sujets qui servait pour faire de la classification de légumes, scorer des légumes pour voir, entre autres, si ce légume-là, il est vendable ou il n'est pas vendable. Bah, il déroule sur des tapis, on va les prendre en photo et on va les trier de manière automatique par rapport à ces algos qu'on a spécialisés. Donc, il se trouve que j'ai eu la chance de participer au bêta-test de cet outil AutoML. Et donc, dans la phase de bêta-test, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour tester cette IA qui permet de faire des IA? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle problématique je peux essayer? Et donc, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'était d'utiliser une IA pour déterminer si j'étais capable de déterminer quel street arter avait dessiné une œuvre. Je suis passionné de street art et c'est vrai que c'est assez difficile de savoir qui a fait telle œuvre. Et je me suis dit, est-ce qu'on est capable d'entraîner un modèle de manière à ce qu'il détermine si mon IA si le street arter, les street arters qu'il y a derrière cette œuvre-là. Donc, j'ai fait le test. Donc, j'ai pris 3 street arters. Pour ces 3 street arters, j'ai mis une centaine d'œuvres. J'ai entraîné le modèle. Enfin, j'ai envoyé les images labellisées. Et chose incroyable pour moi, l'IA a réussi à comprendre et à déterminer le style. Donc, ça fonctionnait sur 3. J'ai augmenté ça. Je suis monté à 50 street arters. Ça continuait de fonctionner. Et donc, j'ai trouvé ça assez magique. Et donc, pour aller jusqu'au bout du processus, on a contacté le musée du street art de Colmar, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et on a en fait pris des photos, une centaine de photos par œuvre de ce musée du street art, et on a construit une application qui permet, basée sur cette IA, justement en se baladant dans le musée, de déterminer quand les gens se baladent dans le musée, de pouvoir déterminer si une œuvre appartient à un street arter ou à un autre. Donc, cette IA, en fait, elle est un peu particulière parce que le musée étant dans une forteresse Vauban, en fait, on n'a pas de connexion Internet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a miniaturisé l'IA qu'on a générée et on l'a embarqué dans le téléphone de manière à ce que ça puisse marcher de manière offline. Donc, par exemple, ça, c'est je vais choisir une œuvre. Par exemple, ça, c'est l'application. Je vais prendre une œuvre de cet artiste. C'est un artiste qui s'appelle Jaune. Donc, je vais chercher une œuvre de cet artiste sur Internet. Par exemple, Jaune, street art. Ici, donc, je prends par exemple cette œuvre-là. Voilà, je vais faire un petit screenshot de cette œuvre. Là. Et puis, je vais demander à l'IA de faire une reconnaissance. Donc, j'appuie sur le bouton ici, prendre une photo. Je lui envoie l'œuvre que je viens de récupérer sur Internet. Et là, il est en train de processer. Et il me dit qu'il pense à 99% que c'est bien l'artiste Jaune qui a réalisé cette œuvre de street art. Voilà un exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, c'est toujours en s'appuyant sur les outils disponibles sur étagère. Il se trouve que là, c'est les outils de l'écosystème Google. On a été capable de customiser une IA de manière à ce qu'elle puisse faire de la reconnaissance d'œuvres d'art. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est embarqué dans un téléphone et ça peut marcher de manière offline. Maintenant, dans la voiture, directement sur l'autoroute, on pourra identifier les taggers. C'est pas mal, ça. Bon, on termine là-dessus. Merci, merci Didier. Voilà, qu'on prenne le temps des questions. Et puis, si on a un petit peu de temps, je te laisserai redonner 2 ou 3 autres exemples peut-être.
On verra, ouais. J'en ai plein, mais. Bah ouais, je sais bien. On va essayer de conclure avec ça. L'idée est vraiment ce qu'on essayait de vous montrer ce matin, hein, c'est que les technos d'IA, elles sont là, elles vous tendent les bras. C'est vraiment à vous d'inventer les usages avec ça pour vous aider dans vos tâches quotidiennes, optimiser la sécurité, la satisfaction des clients. Donc, typiquement, les ateliers qu'on va faire cet après-midi avec certains d'entre vous, mais vraiment de penser à ça comme des outils qui peuvent vous assister et qui peuvent optimiser ce que vous devez faire. Donc, avec ça, on va prendre les questions. Je vais inviter Franck Bernard de Google à nous rejoindre. Donc, Franck est l'interlocuteur privilégié d'APRR pour Google. Bonjour à tous. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Franck. Alors, nos amis participants ont bien joué le jeu, on a plein de questions avec des votes. Première question, les données représentent un certain volume. Comment stocker ce volume et est-ce qu'une donnée stockée puis supprimée disparaît réellement? Et ensuite, quid du bilan carbone de ce stockage? Alors, déjà sur le stockage de la donnée, et puis est-ce que la donnée supprimée disparaît réellement? Je pense que celui qui a le plus d'expérience en la matière, c'est Google. Je te laisse la question, Franck. Alors, concernant la donnée, le volume de stockage de la donnée, comment on fait pour stocker tout ce volume? Donc ça, c'est quand même une spécialité de Google depuis un certain temps, de stocker de la donnée. Et ensuite, quand on supprime une donnée, est-ce qu'elle disparaît réellement? Alors moi, je vais le prendre essentiellement sur le volet, ouais. le volet bilan carbone, en fait. Je t'en prie. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a pu le constater. Il y a un volume de données qui est extrêmement important, en fait, qui est créé par l'ensemble de l'humanité, finalement. La plupart de ces données, elles sont notamment stockées en fait dans des data centers, hein, que ce soit à la fois chez des grands acteurs du cloud, mais aussi effectivement dans les entreprises, sur leurs propres infrastructures. Et en fait, donc, on constate aujourd'hui que l'ensemble de ces data centers à travers le monde consomment entre 1 et 2% en fait de la consommation électrique totale. Donc ça remet un petit peu effectivement on va dire l'enjeu à sa place. Donc ça reste un élément qui est important, structurant, mais moindre probablement que d'autres. Mais de ça, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments dont il faut vraiment avoir conscience. C'est que l'industrie informatique, dans son ensemble, évolue de manière non linéaire. C'est-à-dire que elle est pilotée essentiellement par une loi qui s'appelle la loi de Moore, qui permet effectivement d'accroître significativement les performances sans consommer plus. Et je prends un exemple, la puissance, par exemple, des data centers de Google a été multipliée par 7 depuis 2015, avec une consommation qui est sensiblement la même. Donc, il y a un enjeu effectivement qui est de maîtriser les consommations. Et d'ailleurs, les data centers en fait sont conçus pour consommer 2 fois moins que des data centers qui sont classiques. Et ça, c'est effectivement un enjeu qui est extrêmement important. Et puis l'autre élément, c'est pour réduire l'empreinte carbone, c'est effectivement quelle énergie consommer. Et l'ensemble des acteurs sont effectivement lancés dans des démarches visant à consommer le moins d'énergie carbonée. Et un acteur comme Google aujourd'hui est l'entreprise privée qui achète le plus d'énergie renouvelable à travers le monde. On a effectivement un enjeu et une conscience extrêmement forte vis-à-vis en fait de cet enjeu de la réduction de la consommation carbonée. Et en fait, l'ensemble de nos data centers sont pilotés, notamment par une IA qui permet de réduire très significativement la consommation des data centers et aussi d'anticiper les moments d'accès en fait aux énergies renouvelables. Ouais, moi, j'aime bien, quand on me pose cette question-là, j'aime bien remettre en perspective un petit peu par finalement de quoi on parle en termes d'énergie nécessaire pour du stockage. Donc, juste pour vous donner une idée,
1 gigaoctet d'informations, 1 gigaoctet de données, ça représente un film que vous pouvez avoir. Dans 1 gigaoctet, on peut stocker un film. C'est facturé par les cloud providers en stockage, c'est facturé 1 centime par mois. Donc voilà, imaginez que ce centime, il soit utilisé uniquement pour payer l'énergie nécessaire au stockage. D'accord ? Ça veut dire que et vous projetez ça par rapport à ce qu'il faudrait comme essence. Combien d'essence vous avez avec 1 centime ? C'est vraiment rien du tout. Et donc, on va dire que l'énergie nécessaire pour stocker 1 giga, c'est vraiment infime. C'est vraiment infime, en fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens, et moi, j'en parle moi, par exemple, mes enfants me disent, mais papa, est-ce que c'est bien de stocker ces photos sur Internet? Parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, je leur remets en perspective. Je leur dis, écoute, une photo, c'est quelques mégas. Tu peux en stocker plusieurs centaines et ça va représenter 1 centime par mois d'énergie. Combien de kilomètres tu fais avec 1 centime d'essence? Voilà. Et quelque part, on n'est pas en train de parler des mêmes choses. C'est-à-dire que quand on fait ce parallèle-là, on comprend bien que le fait de dire en tant que particulier, je vais stocker mes images sur Internet, finalement, l'empreinte carbone générée par le stockage de ces photos, de ces images, elle est vraiment infime par rapport à notre quotidien qui est simplement d'utiliser son véhicule ou d'aller, si je prenais mon véhicule avec ma pellicule argentique et que j'allais chez le photographe pour la développer, j'aurais consommé beaucoup plus que le stockage pendant des dizaines d'années de ces photos chez un cloud provider. Donc j'aime bien essayer de remettre en perspective. On peut considérer que, le numérique, c'est une des technologies les plus optimisées du point de vue de son empreinte carbone. Il y a deux questions du coup sur le fait que la donnée stockée puis supprimée disparaît réellement et question sur comment protéger ces données personnelles. Si vous voulez bien, moi je les mixerai en une sur voilà, cette donnée-là. J'ai la propriété d'une donnée, ça peut être une donnée personnelle, une donnée sensible. Honnêtement, ça va dépendre du fournisseur auquel vous vous adressez. On a tous eu éventuellement des soucis avec certains fournisseurs. Maintenant, dans un contrat d'entreprise, ça peut être franchement quelque chose qu'on peut cadrer sur cet usage des données personnelles. Didier, il y a un exemple que j'aime bien sur quelque chose qu'on a fait chez Sphère avec Airbus. Si tu veux parler de ça, sur ce côté, comment on protège une donnée. Donc, c'est vrai qu'il y a comment on protège une donnée et surtout, qu'est-ce que les cloud providers nous donnent comme solution pour protéger ces données. Donc, on a bossé, nous, sur une référence qui est publique d'ailleurs, qui était pour Airbus Defence and Space. Donc, Airbus Defence and Space avait besoin d'un espace de stockage important et puis de puissance de calcul important pour faire de l'analyse d'images satellites. Donc, c'était un tel besoin de stockage et un tel besoin de puissance de calcul qu'ils ne pouvaient pas exécuter ça sur leur propre data center. Donc, du coup, ils sont allés regarder sur chez les différents cloud providers qu'est-ce qui était à disposition pour proposer autant de puissance de calcul et autant de puissance de stockage. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été mené. Et il faut savoir que ces algos qui permettent d'analyser ces images satellites, certains de ces algos sont considérés comme des armes de guerre. D'accord ? Donc, il y a un droit très spécifique qui est lié au droit à l'exportation des armes de guerre. Et donc, du coup, il fallait absolument que l'infrastructure qui allait héberger à la fois les données et les algos soit ultra sécurisée du point de vue du client qui était Airbus. C'est-à-dire que le cloud provider devait s'engager à vraiment sécuriser les données à tel point que lui-même n'avait pas le droit d'avoir accès à ces informations. Seul Airbus devait pouvoir accéder à ces informations. Et donc, dans ce cadre-là, il y a les ingénieurs sécurité d'Airbus qui ont travaillé avec le cloud provider, qui en l'occurrence est toujours d'ailleurs Google, et aussi avec des ingénieurs de la Direction générale de l'armement pour vérifier que les contraintes de sécurité liées à l'exportation d'armes de guerre étaient respectées dans le cadre de l'hébergement de ces données et de ces algos chez le cloud provider Google. Et après 6 mois d'études, la réponse a été positive et Airbus, du coup, a un peu déployé ces données, ces algos sur l'infrastructure de Google.
Voilà, c'est juste là pour illustrer que souvent les gens font voilà, ont une espèce de crainte, mais par rapport au fait de dire il y a un tiers qui va héberger des données chez un cloud provider, éventuellement chez Google. Il faut vraiment avoir en tête que ces données sont extrêmement sécurisées et que les ingénieurs de Google n'ont à aucun moment accès aux données qui sont stockées sur leur infrastructure. Il y a énormément de normes de sécurité qui sont là pour le garantir. Et vous voyez de plus en plus d'entreprises du CAC 40 qui déploient des plateformes cloud et qui font le tri dans ces données-là, également avec de la cryptographie, pour aller protéger des données. Pour le coup, le fournisseur, le prestataire n'a pas les clés sur ces données-là, et c'est l'entreprise qui reste vraiment maîtresse de ces données et qui est garante de la sécurité de ces données pour ses clients. Il est bientôt 12h30. Alors, une dernière question que j'aime bien. N'existe-t-il pas un risque pour l'homme de perdre son savoir et ses connaissances en se reposant sur les capacités des IA? Donc, à mon avis, on n'a pas besoin des IA pour ça. C'est véritablement ce que chacun peut faire. Et puis, c'est une crainte qu'on pouvait avoir, qu'on a eue avec l'invention de l'imprimerie. Mon Dieu, on va perdre les connaissances. Enfin, c'est une crainte qu'on a régulièrement à l'invention de chaque nouveau média. Honnêtement, voilà, c'est une décision humaine, encore une fois, de ce qu'on veut faire de notre société, de comment on veut intégrer les IA. Et j'espère en fait que les exemples qu'on vous a montrés, voilà, vous montrent que l'IA n'est pas là pour supplanter l'homme ou pour supplanter le savoir. On ne va pas du tout supplanter le savoir-faire d'un chirurgien. On va juste essayer de faire en sorte d'aller dépister et détecter les cancers beaucoup plus tôt que ce qu'un radiologue pourrait faire. Si tu veux, c'est intéressant parce que du coup, je vais continuer à répondre et aller dans ton sens en répondant à la question sur faites-vous confiance à l'autopilote de votre Tesla. Donc, il y a deux niveaux. Moi, je ne fais pas confiance à l'autopilote. Au sens de je ne m'endors pas au volant. Voilà. C'est ça que je veux dire par je ne fais pas confiance, c'est que je ne lui confie pas ma vie. En tout cas, pour l'instant. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content de l'avoir. Pour moi, c'est comme un copilote. On parle d'autopilote, mais pour moi, c'est un copilote. Et c'est vrai qu'il y a des situations où on est un petit peu fatigué, etc. Et ben, d'avoir cet autopilote, en fait, ça me met en confiance. Parce que lui, il va surveiller énormément de choses. Et quelque part, vous devez garder la surveillance. Dans les autopilotes actuels, vous devez continuer à conduire, entre guillemets, en tout cas d'être toujours conscient que vous êtes en train de rouler, d'être prêt à réagir. Par contre, l'IA va surveiller plein de choses pour vous et c'est assez utile. Et je vais vous donner un exemple. D'abord, je l'ai vu sur Internet et après, je l'ai vécu. Et c'est un exemple très intéressant de, justement, on parle par rapport à capable de détecter quelque chose que nous, on n'est pas capable de détecter. Donc, ça m'est arrivé une fois. Il faut savoir que, en fait, j'avais vu une vidéo sur Internet où l'autopilote de la Tesla détectait le fait que le véhicule, devant le véhicule qui précédait la Tesla, avait freiné. C'est-à-dire que nous, on est capable de savoir que le véhicule qui est devant nous freine parce que les feux s'allument. Ces feux rouges s'allument. Comment est-ce qu'on fait pour détecter le fait que le véhicule qui est devant ce véhicule est en train de freiner? On ne peut pas, en fait. Et donc, nous, quand ce premier véhicule de la chaîne freine, on va le détecter qui freine parce que le véhicule qui est derrière freine et on voit le feu rouge. Et donc, en fait, ce qui s'est passé sur la vidéo que j'avais vue sur Internet, c'est qu'on entend l'autopilote qui envoie le signal d'alerte de dire « il y a un danger qui se présente ». Et derrière, quelques dizaines de millisecondes plus tard, on voit les feux rouges de frein de la voiture juste devant qui s'allument. C'est-à-dire que l'autopilote a détecté ce qui se passait devant avant que le conducteur juste devant n'ait eu le temps de réagir. Ça, pour moi, c'était absolument incroyable. Mais à la limite, je me disais, ça peut être fake. Mais voilà, on parlait beaucoup. Et donc, je disais, ouais, c'est génial. Et ça m'est arrivé une fois. C'est-à-dire qu'une fois, donc j'ai fait plus de 100 000 km avec mon véhicule et c'est vrai que je mets assez rapidement quand je suis sur autoroute, je mets effectivement l'autopilote. Et une fois, ce phénomène m'est arrivé
où en fait l'autopilote m'a signalé de manière sonore qu'il y avait un danger, alors que la voiture devant moi n'avait pas encore appuyé sur le frein. En tout cas, je ne l'avais pas vu. J'ai d'abord entendu le signaleur de la Tesla qui me disait qu'il y avait un danger, et c'est seulement après que j'ai vu les lumières rouges du véhicule devant moi qui appuyaient sur le frein. Et il se trouve que la voiture devant avait freiné. Et là, on se dit, c'est là où on parle de conduite augmentée, c'est-à-dire que ça ne me remplace pas en tant que conducteur, ça reste moi qui ai freiné, mais par contre, elle m'a aidé à anticiper ce qui se passait, et là, je trouve que c'est vraiment un super copilote. On va terminer là-dessus, on va demander à Olivier de nous rejoindre. Voilà, mon micro arrive. Oui, j'étais avec vous, bien évidemment. Écoutez, moi, je voulais, comme on arrive au terme de cette belle conférence, je voulais adresser quelques remerciements. Déjà à nos partenaires Sphère et Google pour la qualité de leur intervention. Je pense que tous vos témoignages ont été assez éclairants. Je voudrais remercier aussi François, avec qui on a préparé cette conférence et qui est c'est toujours un immense plaisir de partager, je dirais, son enthousiasme communicatif et sa vision. Un grand merci également à Marianne Michalet, pour avoir porté et construit cette initiative. Et puis, elle a été aidée très efficacement par Pauline aussi en back-office pour l'intendance virtuelle, mais bien réelle d'organisation. Et puis, je donne rendez-vous aux heureux premiers inscrits aux ateliers de 14 heures. On a dû limiter à des ateliers de 7 pour qu'on puisse les tenir. Et leur contribution, bien évidemment, permettra de prolonger l'expérience. Et je suis sûr également d'alimenter les réflexions en cours pour le plan d'action data dont François nous a parlé. Donc, écoutez à tous, bon appétit et merci encore pour votre intérêt et votre participation à cette conférence. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.